Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au lobby des citoyens. Dans cette maison du général Guillaume-Henri Dufour, qu'il a dessiné, qu'il a fait construire et qu'il a habité de 1845 à sa mort en 1875. C'est dans cette maison, hautement symbolique, que Dufour a reçu de la Diète la mission en 1847 de commander les troupes fédérales comme général pour la guerre du Sonderbund. C'est ici aussi que 2 ans après, ça on le sait un petit peu moins, en 1849, il a été de nouveau nommé général pour l'affaire des réfugiés badois. C'est toujours dans cette maison qu'en 1857, il est venu pour la 3e fois général dans l'affaire de Neuchâtel. Et c'est toujours dans cette maison qu'en 1859, il est venu pour la 4e fois général pour l'affaire de la protection de la frontière sud de l'Italie, avec notamment cette fameuse bataille de Solferino, dont, toujours dans cette maison, il a pu parler, ou en évoquer les souvenirs avec un certain Henri Dunant, et c'est avec lui qu'ils ont co-créé notamment le comité international de secours aux blessés qui est devenu la Croix-Rouge internationale. Cette maison est un grand symbole de la cohésion nationale et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on est là ce soir, pour essayer de rassembler, quels que soient les partis, quelles que soient les aspirations des gens, de dire, ben voilà, on va monter d'une couche jusqu'à ce qu'on arrive à être tous d'accord qu'il faut protéger la souveraineté nationale. Je rappelle, et on a des militaires dans la salle, on le reviendra en conclusion, qu'il y a le débat sur la finance qui est très chaud maintenant, mais on aura le débat sur l'énergie, et on aura le débat sur le groupement suisse d'une Suisse sans armée. Et donc, c'est très chaud. 2013, ça passe ou ça trépasse. Et donc, j'ai le plaisir ici de saluer le président de l'Association suisse des sous-officiers, Robert Boulot, qui est le gérant, en fait, de la buvette de cette maison. Nous avons aussi avec nous le président de la Société des officiers d'artillerie, Flavien Valoggia, en bas. Et j'aimerais ici remercier tout particulièrement le président de la Fondation pour la conservation de la maison du général Guillaume-Henri Dufour, qui a accepté que non seulement nous soyons là ce soir, mais que le lobby des citoyens soit domicilié dans cette maison. Et René Tonnet, si tu veux peut-être juste dire 2 mots. Monsieur le Président, merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi au nom du Conseil de la Fondation pour la conservation de cette maison de vous saluer et de vous souhaiter une très cordiale bienvenue dans la maison du général. Les membres des 27 sociétés de cette maison sont non seulement militaires et patriotiques, mais également civiques. Donc il y a une très grande activité et une très grande diversité. Voilà le but que se tient à faire et à continuer de créer la Fondation pour la conservation de cette maison. Et ce soir, je vous souhaite une très cordiale bonne soirée et une belle activité dans votre nouveau club, si je puis dire, et membre du cercle de la Maison du Fond. Bonne soirée à vous. Donc, avec nous ce soir, nous avons le président du groupement suisse des conseillers en gestion indépendants, le président d'honneur, Pierre Kessodolidis. Nous avons Michel Fontana, que vous avez vu à l'accueil, qui est le responsable du Café des gestionnaires. Nous avons Pierre Christen, qui est le secrétaire du Club des gestionnaires. Nous avons Madame Victoria Curzon-Price de l'Institut libéral. Merci d'être venu parce que l'Institut libéral est très chaud ce soir, puisque notre correspondant qui est Pierre Bessard donne une conférence au même moment et que l'Institut libéral a aussi une conférence ce soir. Donc merci de vous être libéré pour nous. Nous avons parmi nous Anne-Elisabeth Fournier de Femmes Sécurité Défense. Nous avons Monsieur Alperin, je ne sais pas s'il est arrivé. Voilà, de l'ordre des avocats. Monsieur le bâtonnier, je crois qu'il avait désisté au dernier moment. Madame l'a présenté. Et nous avons Monsieur Joe Nienama de Genève Place Financière. Nous avons Thomas Veillet, que certains connaissent, notre blogueur vidéo Thomas Veillet. Voilà, c'est notre blogueur, c'est lui qui fait tous les coups. Et Monsieur Roland Vabre, je ne sais pas s'il est là, il est là.
qui est candidat au Conseil d'État PLR. Nous avons pas conseil, aussi au pas niveau... Conseil d'État. Conseil d'État? Non, Grand Conseil. Grand Conseil. C'est déjà pas mal. Nous avons avec nous M. Jean-Claude Peclet, du journal Le Matin Dimanche. Bienvenue M. Peclet. Nous avons M. Thierry Dim du Monde économique. Voilà, et nous devons avoir notamment aussi M. Giacomo Gianella, qui est notre grand spécialiste sur l'or et que vous avez peut-être rencontré dans notre initiative sur l'or. Je ne sais pas si M. Clément Dubois de l'AZEB est là aussi. Il était censé venir. Peut-être qu'il fait partie de ceux qui vont arriver. Vont arriver encore donc Monsieur le conseiller national Yves Nideyer du canton de Genève et Monsieur le conseiller national Mauro Poggia aussi du canton de Genève. Qui sommes-nous? Nous sommes des citoyens au service des citoyens. En tant que citoyens, nous sommes aussi des consommateurs, des contribuables, des usagers. On essaye d'œuvrer pour la défense des intérêts de ce pays en essayant de fédérer les réflexions et la dynamique des associations. Donc on ne remplace pas les associations, on travaille avec elles pour avoir plus de poids et puis essayer de faire bouger ce pays puisque apparemment ça ne bouge pas dans le sens où on aimerait que ça bouge. Nous essayons d'apporter du bon sens parce qu'aujourd'hui on a une cadence infernale qui fait qu'il n'y a plus de réflexion, ça va beaucoup trop vite et on le ressent. Donc on essaie d'amener ce calme, ce bon sens, un peu ce recul, un sens éthique, humain et durable, qui est un petit peu maintenant occulté par des pressions financières. Nous voulons essayer, et ça c'est vraiment une volonté de reconnecter le citoyen avec ses élus. On a un grand gap maintenant aujourd'hui entre le citoyen et ses élus, on le voit dans les votations, et on aimerait, c'est important pour qu'on garde, que le citoyen garde la confiance dans ces institutions. Et puis, si les gens, d'après nous, trahissent leur mandat, on va essayer de le faire savoir aussi. Alors, pour rappel, le lobby des citoyens est un lobby anti-lobby. Donc, ce que nous, on essaye de faire, c'est d'aller dans le Parlement. Nous sommes accrédités au Parlement dans la salle des pas perdus et nous essayons d'aller contrer un petit peu ces grandes théories qui sont faites uniquement basées sur l'argent et sans aucune considération externe. Nous sommes politiquement neutres, nous ne sommes pas un parti politique, on ne veut pas le devenir, on ne travaille pas pour un parti politique, nos décisions c'est les nôtres, nous sommes totalement indépendants de toute façon. Nous avons pour l'instant une accréditation qui nous est donnée par Maître Nideyer et nous espérons bien en avoir d'autres accréditations, d'autres partis. Alors, ce que nous on voulait faire avec le lobby des citoyens dans cette démarche de ce soir, c'est s'inspirer du Valais. Le Valais, il a quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que quand vous touchez au Valais, il n'y a plus de parti. Vous pouvez avoir quelqu'un qui se battait avec son voisin la minute d'avant, vous touchez au Valais, il n'y a plus de combat, il n'y a plus rien, il y a juste un agresseur qui attaque le Valais. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voulait essayer de faire avec la Suisse. On essaye de le faire, je peux vous dire que c'est pas facile. Donc nous, aujourd'hui, dans cette conférence de ce soir, ce qu'on a voulu, c'est remettre le brassard fédéral comme Dufour l'avait fait, le duché de Badé, là, dans la frontière nord-est de la Suisse. Il s'est mis avec des militaires qui s'étaient combattus jusqu'à la mort une année ou deux avant. Donc il a réussi à souder et à fédérer ces gens, et donc c'est un exemple pour nous. Et ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est de proposer aux partis politiques une trêve dans les guerres partisanes et qu'on ait une union sacrée, une cohésion nationale pour arriver à défendre ce pays et sa souveraineté et son indépendance. Et donc l'idée, c'était de presser sur le bouton suisse. Et puis ce qu'on a voulu faire ce soir, idéalement, c'était d'avoir 2 conseillers nationaux, 2 conseillers aux États, 4 des 4 plus grands partis de la Suisse avec 4 régions romandes. Ça, c'était l'idée. On voit que même pour arriver à amener des gens sur la souveraineté nationale, on n'y est pas arrivé. Puisque ce soir, nous avons 2 partis officiellement parmi les 4 qui sont représentés. C'est pour vous dire que l'affaire, elle n'est pas gagnée, même pour une chose aussi fondamentale que la souveraineté nationale. Donc, ces gens-là devaient venir répondre à la même question, liste noire ou drapeau blanc, et si le prix de la capitulation était plus cher que le prix de la guerre. Alors, en d'autres termes, j'utiliserais un mot tout à fait lobby des citoyens.
ceux qui ont compris, ceux qui ont vécu la tourista peuvent savoir de quoi on parle entre monter et descendre les pantalons. Petit rappel, en 2009, on a troqué le secret bancaire pour sortir de la liste noire et rentrer dans une liste grise. Aujourd'hui, on a tout lâché et on est toujours sur une liste noire. Entre deux, qu'est-ce qui s'est passé? On a un secret bancaire qui a été éventré, on a le crime qui est payant puisque on a eu des escroqueries et on s'en sort par de la délation. Et on donne des noms de clients, on donne des noms d'employés, on donne des données, et avec des effets rétroactifs, ce qui amène d'autres délations, puisqu'aux États-Unis, le principe, c'est que quand on est pris par la justice, le principe, c'est de déballer sur quelqu'un d'autre pour pouvoir réduire sa peine. Et donc, avec ce système-là de délation, vous allez bientôt avoir toutes les banques qui sont contaminées et tous les employés qui vont être contaminés parce qu'il y a toujours à un certain moment quelqu'un qui a touché peut-être quelque chose avec un client aux États-Unis. La sphère privée est ouverte à tous, sauf paradoxalement à nous qui sommes gestionnaires. Quand on amène un client à la banque nous oppose le secret bancaire à nous, alors qu'elle le donne à tout le monde. Donc c'est juste hallucinant. Oui. On a un juridique au-dessus du bon sens et de l'humain, et on a une législation qui est inféodée, et ça c'est grave, à la loi du plus fort, et que ça devienne une tendance, et que ça vienne quelque chose qui est admis et toléré. Donc le nouveau maître mot de la capitulation, c'est il n'y a pas d'alternative, en anglais TINA, there is no alternative. Et ça, c'est utilisé systématiquement. On l'a vu encore avec le Conseil aux États dans la votation d'hier. On a peur et on a dit oh là là, oui, alors oui, c'est nul ce qu'on fait, mais on le fait quand même parce que nous, on n'a pas le choix. Ils sont trop forts. Ça, il faudra peut-être que le peuple se remette. Je vous fais une petite citation de Churchill. À méditer. Donc merci d'être venus nombreux. C'est une petite maison, donc on n'est pas encore au plénium du Parti communiste chinois, mais on va grandir parce que c'est le peuple et que le peuple, il y a beaucoup de monde en Suisse. Et je passe tout de suite la parole à Flavien. Merci. Merci beaucoup Marc. Merci une fois encore d'avoir proposé à Suisse Respect d'être présent ici, avec Éric Ballet aussi, notre collègue secrétaire général de l'association. Donc nous sommes une association aussi très jeune, qui, comme tu l'as bien dit, travaille avec le lobby des citoyens, chacun son rôle. Pour présenter l'association Suisse Respect, je vais peut-être un petit peu parler juste d'actualité, même si on est tous un peu saoulés d'informations et de commentaires, mais juste deux, trois mots. Dans l'affaire UBS, on avait craint un risque systémique. Eh bien voilà, il est là, le risque systémique. On a eu peur à ce moment-là, probablement qu'on a eu tort. Parce que le risque systémique, c'est quoi? C'est quand le système politique explose, c'est quand la démocratie, probablement si le Parlement accepte, donc maintenant le national qui aura cette lourde mission peut-être encore de changer les choses, accepte la loi USA, probablement que la démocratie sera en quelque sorte morte. Je ne vais pas m'étendre sur ces sujets, mais j'imagine que les conférenciers plus qualifiés que moi ont à cœur de parler un petit peu de ces sujets d'actualité. Donc juste pour dire, on a craint l'effet systémique, le risque systémique, et on l'a aujourd'hui en plein. Voilà où on en est. Donc le Parlement a une dernière chance de choisir l'honneur. Alors évidemment la citation de Churchill à Chamberlain a été beaucoup utilisée ces derniers temps parce qu'elle est absolument extraordinairement parlante, et c'est exactement ce qui nous arrive malheureusement en ce début de 21e siècle. Et j'ai juste, mon intervention ne va peut-être pas se limiter à ça, mais pratiquement qu'à ça. On a l'impression que dans cette discussion avec les États-Unis, il y a un certain nombre de sujets tabous et certaines choses qui ne sont pas même abordées. À aucun moment dans la discussion, pour autant que discussion il y ait. Il y a beaucoup de bruit, mais il me semble qu'il n'y a pas tant de discussion. Et je vais lancer là une idée qui est évidemment pas très fondée, parce que je ne suis pas du tout sûr qu'elle soit vraiment réalisable, mais j'ai quand même envie de la lancer.
Admettons que le national refuse le diktat américain. Je ne vais pas revenir sur le fait que ce n'est pas un accord et toutes ces choses-là, parce qu'on est tous, je m'excuse, mais saoulés de mots et de paroles et d'articles de journaux. Admettons que le national refuse ce diktat, que ce diktat soit finalement refusé par notre Parlement. Admettons que après cela, le Conseil fédéral ne va pas lancer, prendre la décision de le faire sous sa propre responsabilité. Pourquoi ne pas prendre le risque de lancer auprès de l'OMC une attaque pour abus de position dominante? Je m'explique. Si les États-Unis ne veulent pas revenir à la table des négociations parce que le Parlement et le Conseil fédéral auront finalement dit non, nous n'allons pas accepter ce diktat, on peut imaginer une pluie d'obus sur le pays par une série de faillites bancaires. Le principe de la... Je ne suis pas juriste, mais vraiment, voilà, on est dans le lobby des citoyens. Donc tu l'as dit, on est à la maison, on s'exprime comme à la maison avec des amis. En tant que citoyen, il y a une chose que je ne comprends pas. Il n'y a pas de respect de la clause de proportionnalité. Il y a des avocats ici qui pourront très certainement, après s'il y a un débat un petit peu, en discuter avec une... on peut tout à fait imaginer qu'une grande puissance soit aujourd'hui en mesure de détruire une place financière, ou en tout cas de l'affaiblir terriblement. Il n'y a aucune commune mesure avec les éventuelles bêtises que les banques, enfin pas éventuelles, on sait qu'il y en a beaucoup, mais enfin, les bêtises que les banques auraient dû faire sur le marché américain. Donc, je pense qu'il devrait être possible que la Suisse se réveille, saisisse l'OMC, dise, écoutez, nous posons plainte contre les États-Unis pour abus de position dominante, ils sont en mesure de détruire une place financière, alors que finalement il s'agit d'une situation fiscale et juridique qui peut être tout à fait réglée avec d'autres méthodes. Voilà, j'ai lancé l'idée, mais je dois vous dire, elle m'est sortie très récemment, et évidemment je ne l'ai pas du tout élaborée, mais juste pour mettre sur la table le fait que je trouve qu'il y a relativement peu de propositions qui sont sorties de la part de gens extrêmement proches du dossier, et je trouve cela regrettable. Et je ne vais pas commenter les quelques autres raisons qu'on a pu entendre pourquoi certains ont dit oui, parce qu'on peut dire qu'à la pause de midi, tout à coup on aurait su, c'est en 5 et 10, puis si on dit non, c'est un multiple de cela, ah génial, maintenant je sais tout, donc je peux dire oui. J'ai même pas envie d'en parler parce que je ne vous cache pas que tout cela me déprime assez fondamentalement. J'ai juste envie de citer une petite, mais vous l'avez certainement entendu à la radio, et il y a peut-être une petite touche provocatrice parce que l'ancien procureur de la République de Genève est quelqu'un qui n'a pas toujours été porté dans le cœur de chacun d'entre nous pour diverses raisons, mais c'est quelqu'un qui pour le moins peut être respecté comme un homme de loi. Et il a tout simplement dit sur les questions qui ont été posées, il s'agit donc d'adapter dans un cas particulier le droit suisse aux exigences du droit américain. Si les banques ont commis des actes répréhensibles, il est parfaitement logique qu'elles en répondent devant les autorités américaines et selon le droit américain. Et pour faire très court, il dit simplement que l'on risque de créer un précédent qui consisterait à dire, dans un cas particulier, compte tenu des actes qui nous sont reprochés à l'étranger, il faut modifier notre droit interne pour que nous puissions nous défendre. Cela paraît dangereux de créer un tel précédent. Donc au-delà du précédent de l'Europe qui s'engouffrerait, ce précédent-là est peut-être encore plus grave. Ça voudrait dire que dans certains cas, on ne sait plus comment faire, on change notre loi, on acceptera des choses. Je vais m'arrêter sur ce sujet parce que c'est quand même pas vraiment mon propos, mais c'est le sujet du moment, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre un peu, et l'idée de saisir finalement pourquoi pas les armes de l'ennemi d'une certaine façon, de saisir les autorités internationales pour dire bon là je crois qu'on dépasse un petit peu les bornes, on ne peut même plus négocier, menacer de détruire une place financière, parce que c'est quand même bien de cela qu'il s'agit, c'est pour ça que les gens ne savent pas trop ce qu'il y a dans le package. Je pense que ça pourrait être une idée que j'espère sera un petit peu discutée. Ensuite, pour parler de Swiss Respect, je vais faire vraiment très court, parce qu'il y a de nombreux sujets. Nous, on est nés, entre guillemets, donc en tant qu'association, le jour où on a appris que la Suisse balançait à une puissance aux autorités pénales d'une puissance étrangère, pour commencer 11 000 employés de banque. Donc 99% d'entre eux n'ont rien fait d'autre que
que de suivre les instructions de leur hiérarchie. Donc là, je pense que c'était vraiment la boutique qui a fait déborder le vase et qui nous a tous rendus absolument fous et qui malheureusement aujourd'hui semble s'accélérer. Donc ça, c'était l'élément déclencheur. Et pendant une année, nous avons tenté, avec le lobby des citoyens, très souvent côte à côte, en s'aidant mutuellement, d'informer le public, d'essayer de vulgariser un certain nombre de sujets, puisque voilà, nous ne sommes que des citoyens et professionnels qui nous inquiétons beaucoup pour ce pays. Et je voulais juste encore faire une petite incursion sur la problématique de FATCA. Naturellement, je ne vais pas enlever les mots de la bouche de notre ami Nantermo qui est ici, parce que c'est le spécialiste. Il y a évidemment quelque chose que nous devrons faire ensemble, mais on parle beaucoup de FATCA européen. Et juste un petit mot qui me paraît assez intéressant, c'est juste d'analyser la façon dont le Royaume-Uni se comporte. C'est un pays qui fait vraiment semblant de lutter contre la fraude fiscale. Londres n'a pas étendu l'échange automatique au secret professionnel que l'on demande maintenant d'étendre aux gérants indépendants, aux avocats et de nombreuses personnes parmi notre assemblée ici. Donc si un avocat est trustee, il n'y a pas d'échange. Donc en fait, on l'a toujours dit depuis de nombreux mois, l'échange automatique est certainement voulu par le Royaume-Uni, parce que finalement, pour eux, plus vite ce sera mis en place, mieux ce sera, parce qu'ils n'ont rien d'autre à échanger qu'une liste d'avocats. C'est extrêmement simple. Le banquier ne connaît pas le bénéficiaire d'un trust, donc il n'y a pas de distribution. Il n'y a pas besoin d'être avocat spécialisé dans les trusts pour le savoir. Donc aujourd'hui, il y a juste la liste des trustees à donner. Et voilà, donc on peut prendre le bottin téléphonique et sortir la liste des avocats londoniens et ce sera réglé. Donc une fois plus, je résume, et c'est vraiment pas très sérieux ce que je dis, mais enfin c'est quand même ça caricature un petit peu en tout cas la réalité. Donc les positions de Suisse Respect sont naturellement très fortes sur toutes ces questions que l'on vient de discuter. Et un des sujets où l'on va se battre encore naturellement beaucoup ces prochains mois, c'est la question de la fiscalité sur les successions avec la France. Donc, vous avez peut-être eu l'occasion de lire sur notre site différents articles à ce sujet. Je pense qu'une fois de plus, le négociateur a purement et simplement oublié 180 000 Suisses qui habitent en France, qui du jour au lendemain, voilà, moi j'ai un cas de quelqu'un de notre association dont les parents sont agriculteurs en Suisse allemande et qui est venu travailler à Genève et qui n'a pas forcément beaucoup de sous, donc il préfère se loger en France voisine. Ses parents sont relativement âgés, une exploitation agricole nécessite un certain nombre de générations, 5 à 10 pour y arriver. Ça a de la valeur parce qu'il y a des animaux, il y a des terres, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Le jour où ses parents décéderont, il faudra donner 45%, il faudra vendre naturellement ce domaine agricole pour pouvoir donner la valeur de 45% au fisc français. Donc ça c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en lumière avec un certain succès. Les médias nous ayant aussi très bien aidés dans ce domaine. Donc on va continuer à se battre sur les questions du fédéralisme. Les batailles sur le forfait fiscal seront extrêmement décisives aussi, parce qu'il s'agit très clairement de questions de fédéralisme. Chaque canton est souverain et peut, à mon sens, à notre sens, proposer des règles fiscales ad hoc, d'autant plus que l'on connaît très bien les pratiques de nos voisins européens dans ce domaine, qui sont souvent plus agressives. Donc la fiscalité avec la France en ce moment, et puis voilà. Donc je vais pas insister plus, parce que la plupart d'entre vous, on se connaît déjà bien, mais j'ai quand même envie d'essayer de provoquer le débat, peut-être avec certaines personnes ici, peut-être ce soir, peut-être plus tard, sur la question de l'OMC. Je suis vraiment en train de me poser la question si la seule alternative c'est de plier, s'il n'y a pas le moyen de saisir des juridictions internationales. Et je pense que des grands États comme la Chine et la Russie seraient de notre côté. Parce que qui veut laisser détruire la place financière suisse, à part les États-Unis, à mon avis, pas grand monde. Voilà, ce sera mon dernier mot. Merci beaucoup. Donc juste quelques mots sur nos conférenciers de ce soir. Donc, tout d'abord 2 conseillers nationaux, et puis ensuite, donc, pour la question qu'on a posée tout à l'heure, et ensuite nous aurons 2 personnes qui vont nous parler d'une thématique. Tout d'abord Philippe Nantermo sur FATCA, sur le référendum FATCA,
Et puis tout à l'heure, Alexis Roussel sur la transmission des données.